Salut tout le monde et bienvenue dans ce 4e épisode du Zeste du Citron dans lequel on revient ensemble sur l'actualité tech de la semaine. Pas sur toute l'actualité, bien entendu, on essaye de conserver un format relativement court pour pas que ce soit des vidéos qui fassent plus de 20 minutes, sauf cas exceptionnel, sauf annonce exceptionnelle comme la sortie récente de la PS5 Pro. Mais cette semaine, on va aborder plusieurs petits points ensemble. Alors attendez, je reprends mon anti-sèche et le chat en même temps. Ça va, je te dérange pas? Donc aujourd'hui, on va parler d'AMD avec une nouvelle technologie de mise à l'échelle, le FSR 4.0. On va aussi parler d'un boost colossal de vente d'AMD sur Intel, du moins en Allemagne, de SSD plus performants chez Samsung, d'une nouvelle entre guillemets 5G chez Free. On va aussi parler du salon de l'IFA à Berlin qui a été couvert par PP World et justement, je vais glisser ça rapidement dans la news. Et aussi un petit peu de la PS5 Pro. Bon, ça sera je pense la dernière fois puisque j'en ai parlé 4 fois en 4 épisodes. Le hasard a fait que j'ai commencé ce nouveau format au moment de la sortie de la PS5 Pro, donc forcément il y avait des choses à dire, mais on va parler un petit peu de la PS5 Pro avec une édition spéciale 30e anniversaire, et alors lui je l'attends, comme le Messi, n'ayant pas trop aimé Battlefield 2042, mais il y a eu des news sur le prochain Battlefield. Et sans plus attendre, le générique de cet épisode 4 du Zeste de Noix de Citron. Commençons avec AMD et surtout les deux news qui concernent AMD cette semaine. La première, c'est donc l'arrivée du FSR 4 qui, en toute logique, succède au FSR 3, puis du 2, puis du 1. Si vous ne savez pas ce que c'est la technologie de mise à l'échelle utilisée par AMD, un peu comme le DLSS chez Nvidia par exemple. Le truc, c'est que AMD, autant ils peuvent être très bons, je trouve, sur les CPU et les GPU, autant sur les technologies qu'il y a autour, c'est un petit peu plus compliqué. Et j'ai toujours trouvé qu'ils avaient du mal à être au niveau de Nvidia sur le DLSS. Alors, pour faire très bref, si vous ne savez pas ce que c'est, ça consiste en gros, par exemple, si vous jouez sur un écran 4K, à ne pas jouer en 4K, à jouer par exemple plutôt en 2560 par 1440, et cette technologie, ce qu'on appelle donc de mise à l'échelle, le DLSS ou le FSR, ils vont prendre cette image en 2560 par la 1440 et la mettre à l'échelle, entre guillemets, la convertir pour pouvoir en profiter sur un écran 4K. Ça évite de taper dans les ressources de l'ordinateur et donc de ne pas avoir justement à générer nativement une image 4K, sauf que pour ça, il faut une technologie qui soit efficace en fait. Sauf que efficace, ça l'est pas toujours en fait. Alors on peut avoir soit des problèmes de mise à l'échelle, c'est-à-dire des artefacts graphiques, des petits problèmes, bref, une image c'est parfois difficile à expliquer, c'est plus facile quand on met les images côte à côte, mais on a parfois un rendu qui n'est pas vraiment aux attentes, ou alors un gain de FPS qui n'est pas si conséquent que ça. Le truc c'est que Nvidia depuis le début ils utilisent l'IA pour mettre à l'échelle justement leurs images, alors que AMD ont préféré une solution logicielle un petit peu différente. Là pour la première fois avec l'arrivée du FSR 4, AMD a annoncé utiliser justement de l'IA pour mettre à l'échelle et avoir un gain relativement conséquent. J'attends les tests, j'attends de voir dans quel type de jeu ça sera implémenté, j'attends de voir vraiment qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, les promesses sont là, les promesses sont fortes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir des petits gains au niveau de l'autonomie. Alors là, ça va quand même plutôt toucher les joueurs d'ordinateurs portables, les joueurs nomades, mais bon, ça reste toujours des gains appréciables, même sur un PC pour consommer un petit peu moins, selon ce que ça apportera niveau performance. À côté de ça, aïe 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 aïe, mais comment c'est possible? Intel, où êtes-vous passé? AMD écrase Intel avec plus de 90% de part de marché en Allemagne avec le revendeur Mindfactory. C'est assez incroyable, je vais vous montrer les chiffres de la semaine 37 pour vous donner un ordre d'idée. Sur une seule semaine, il s'est vendu 2975 processeurs AMD contre 310 processeurs Intel. Et vous avez bien vu, 90,56% des processeurs vendus cette semaine-là sur ce revendeur-là, c'était des processeurs AMD. Alors, c'était pas sans raison, ça s'explique assez facilement. D'ailleurs, dans la source, vous retrouverez la liste, un peu illisible certes, mais il y a la liste de tous les processeurs qui ont été vendus unité par unité. Et ça s'explique pour une raison très simple. Depuis 2 générations, Intel souffre un petit peu d'une image de marque, de petits problèmes de jeunesse, de problèmes d'optimisation, de problèmes avec des BIOS, etc. Bref, il y a eu pas mal de petites choses qui ont fait que Intel, finalement, a un peu perdu en prestige auprès des joueurs. Ce qui fait qu'en plus, AMD, avec une grille tarifaire abordable, mais surtout des processeurs qui sont dénommés X3D, c'est ce qu'on voit sur la fin, il y a toujours une référence en chiffres, par exemple 7800 X3D, eh bien les gammes X3D ce sont des processeurs avec une mémoire cache largement supérieure et qui sont extrêmement, mais alors vraiment extrêmement appréciés pour les joueurs. Pour du gaming, c'est vraiment des processeurs qui sont
excellent. Ils le sont moins en productivité, c'est-à-dire que si vous faites du Blender, des montages, des machins, des choses comme ça, c'est pas forcément un processeur X3D qu'il va vous falloir. Un processeur sans ce cache supplémentaire ou du Intel sera aussi bon, voire même meilleur. En revanche, pour du gaming pur et dur, les processeurs X3D, ça commence à se savoir que ça fonctionne extrêmement bien, chiffre de vente à l'appui. Alors le truc, c'est que là, on a donc les résultats que d'un seul revendeur sur une seule semaine, mais la différence est quand même colossale, hein, je le rappelle, 90,56% pour AMD, 9,44% pour Intel. Si on extrapole ces chiffres-là à non pas un revendeur, mais peut-être 2, 5, 10 ou 20, ça commence à faire des milliers de processeurs AMD pour finalement quelques centaines de processeurs Intel vendus, et là la marge va se creuser. Là où c'est intéressant, c'est que plus AMD va gagner en part de marché, plus ils seront légitimes quand ils iront taper à la porte des studios pour demander à ce que les nouveaux titres, les AAA, etc. soient optimisés pour les plateformes d'AMD, soit en utilisant davantage la mémoire cache, la mémoire 3D cache qui est utilisée dans les processeurs X3D, soit en incluant des technologies justement comme le FSR4 dont on vient de parler juste avant. Parce que beaucoup de jeux n'ont soit pas le DLSS, soit le FSR4, donc ça peut être intéressant de dire hey, regardez, toc toc toc, on est légitime, on a 35% de part de marché alors qu'il y a 2 ans on n'en avait que 10, est-ce que vous voudriez pas un petit peu optimiser notre jeu pour nous? On va dire que ça annonce du bon pour les joueurs dans les années à venir. Oh bah tiens, est-ce qu'on parlerait pas encore de la PS5? Ah bah oui. Alors, là j'ai un avis mitigé. Autant mon avis précédent sur un peu la justification du tarif de la PS5 Pro, je pouvais comprendre qu'il soit controversé. Là, il ne sera pas controversé, je pense qu'il est plus mitigé. Je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan de la teinte grise de la console, que je trouve terne en fait. Alors, je comprends l'aspect nostalgique, j'ai 30 ans. Bah j'ai 33 ans, je veux dire, la console a 30 ans, c'est l'anniversaire des 30 ans, mais moi j'ai 33 ans. J'ai connu la PS1, j'ai même connu la Sega Master System 2, j'ai connu d'autres consoles que PlayStation, mais je sais pas, j'arrive pas. Je trouve qu'elle est terne. En fait, le design de la console, ça ressemble vraiment à un truc un peu de SF qu'on verrait dans un film de science-fiction, voilà. Je la verrais bien en blanc avec, au lieu des bandes noires pour l'aération, je verrais un bleu arctique, enfin vraiment, des couleurs futuristes. Là, je trouve qu'elle est hyper terne et ça rend pas bien du tout sur des courbes. Autant sur une PS1 qui était un rectangle, qui était carré, qui avait des angles droits, etc. Ok, là ça avait un charme. C'est un peu, vous savez, comme les vieux PC qui avaient des tours blanches, un peu blanc crème ou gris clair, etc. Ça avait un charme parce que c'était des blocs rectangulaires, avec plein de boutons en façade, avec lecteur CD, lecteur DVD si vous étiez le roi, avec de la disquette. Sauf qu'aujourd'hui, si on sort une tour PC avec un design moderne mais une teinte blanc crème, bah c'est moche en fait. Alors si, en revanche, la manette avec le triangle rond croix carré, alors oui, je dis rond croix carré parce que j'ai appris sur X il y a pas longtemps, enfin sur Twitter, que des gens disaient triangle rond X carré. Pourquoi vous dites X alors que vous dites triangle rond et carré? Je ne sais pas, mais c'est triangle rond croix carré, hein, Sony qui l'a officiellement reconnu. J'aime bien le fait qu'ils aient récupéré des couleurs, les couleurs qu'on avait sur les manettes de l'époque avec le petit logo PlayStation qui a justement cette couleur. Vous saviez à l'époque, quand vous aviez un CD un peu rayé, que vous le mettiez dans la console, que vous aviez ce son de démarrage avant que le logo apparaisse, toujours cette petite hantise, donc ce petit logo pour les plus nostalgiques, il a une importance. Donc autant je trouve la manette, à la limite, elle est plutôt jolie, autant la console, j'ai un peu plus de mal. Après, les goûts, les couleurs, voilà, ça ne concerne d'ailleurs pas que la PS5 Pro, la PS5 classique, elle aussi aborde cette teinte grise, mais je trouve pas ça incroyable. En revanche, là où je voulais revenir un instant, c'est sur le prix de la manette. Je suis désolé, 240 €. Une manette. Les gars, on parle d'une manette, je trouve ça beaucoup trop cher. On a des Switch moins chers que ça. Des Switch neuves, sous garantie. Donc une console avec un écran, avec des Joy-Con, donc de manettes, avec une batterie, lecteur de carte micro SD, lecteur de cartouches de jeu, etc. On a des consoles moins chères qu'une manette, aussi bien soit-elle. Je trouve ça démesuré. Déjà une manette à 150 €, je trouve ça super cher, parce que 240 €, c'est quand même la moitié du prix d'une PS5, je trouve ça abusé, vraiment. Donc s'il faut s'insurger sur un prix, c'est pas celui de la PS5 Pro, bah c'est sur celui de cette manette. Je trouve ça honteux de vendre une manette à 240 €, aussi bien soit-elle. Et voilà, c'est que mon avis personnel, ça n'engage que moi, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes la cible? Est-ce que vous avez déjà acheté une manette de ce type-là, une manette à plus de 200 €? Si oui, bah dites-moi pourquoi, sans critiquer, hein, vraiment, je suis curieux, je ne suis pas joueur manette, donc peut-être que ça s'explique de manière très légitime, mais j'aimerais comprendre qu'est-ce qui justifie que quelqu'un achète une manette à 240 €. Ensuite, on va passer avec une news sur Samsung et des nouvelles technologies sur les SSD. Alors, moi, j'ai un avis plutôt tranché sur le sujet, je vais pas dire que ça ne sert à rien,
mais j'ai envie de dire que les SSD sont extrêmement bons pour la quasi-totalité des usages aujourd'hui et la totalité des usages qu'on peut avoir à domicile pour du gaming ou de la bureautique du quotidien. C'est bien qu'on ait plein de nouvelles technologies, c'est bien que les constructeurs continuent d'aligner les générations au fil des années, mais en revanche, je trouve qu'on a atteint, il y a déjà 4, 5, 6 ans, un produit qui était très mature et qui n'a pas forcément besoin de toujours augmenter d'année en année en termes de performance, etc. Alors après, il y a des choses, si, ça peut être intéressant, par exemple la consommation d'énergie sur cette nouvelle génération qui a été réduite de 50% en écriture et de 30% en lecture, ça je trouve ça très bien, surtout que les SSD dans les ordinateurs portables, dans les smartphones, dans les tablettes, etc., c'est omniprésent. Donc à la limite, des innovations sur la consommation électrique, je trouve ça super intéressant. En revanche, les boosts d'écriture, plus 100% en écriture, et plus 86% en densité de puce, je sais pas si c'est vraiment pertinent. On a déjà des SSD qui tabassent tous les usages possibles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il faut d'ailleurs garder un chiffre en tête, c'est qu'au-delà d'environ 800 mégabits par seconde, bien les différences par exemple en termes de gaming sur un PC, vous ne les voyez plus. Vraiment, faites des tests, vous verrez, vous n'avez quasiment plus aucune différence et on touche sur du 0, quelque chose en gain que ça va porter en jeu. Mais déjà, entre un temps de chargement d'un jeu sur un SSD SATA à 530 mégabits par seconde et un NVMe qui va taper du 5000 ou du 6000, eh bien je suis désolé, vous allez avoir sur un temps de chargement de 15 à 16 secondes, 1 seconde de différence. Alors que pourtant vous avez multiplié par 5, par 7, par 8 la vitesse d'écriture ou de lecture, mais vous n'aurez pas x5, x7, x8 en performance en jeu. Ça, il faut vraiment pas l'oublier. Alors attention, je crache pas dans la soupe, encore une fois, je conçois que certaines innovations, notamment sur les économies d'énergie, ça soit super intéressant. En revanche, gardez bien en tête au moment où vous voulez acheter un SSD que la plupart, si ce n'est la quasi-totalité des SSD sur le marché sont plus que suffisants pour tous les usages que vous en aurez. Donc ne dépensez pas plus d'argent que nécessaire, ne mettez pas des centaines d'euros dans un SSD parce qu'il va être 2 Go plus rapide par seconde, alors que vous n'atteindrez jamais la moitié de ce chiffre, ou même le quart de la moitié de ce chiffre dans les faits, surtout pour du gaming. Et enfin, je sais qu'on va me parler de la durée de vie. Moi, je travaille dans la tech aussi. Je vois régulièrement des ordinateurs avec des SSD qui ont 10 ans, donc des technologies qui ont été conçues il y a plus de 10 ans, puisque les ordinateurs sont sortis il y a 10 ans, ben ils marchent encore. On n'est pas comme à l'époque des disques durs, au bout de 4, 5, 6 ans, aïe aïe aïe, ça commençait vraiment à être catastrophique. Non, les SSD tiennent super longtemps. Moi j'ai un SSD dans mon PC, il a plus de 8000 heures de tour, il fonctionne très bien. Et il va fonctionner encore, je pense, très longtemps. Donc oui, on peut toujours parler de ces nouvelles technologies apportent une durée de vie supplémentaire, etc. Mais une durée de vie à quoi? Et surtout jusqu'à combien? J'ai des SSD en main qui ont 10 ans, qui marchent encore à la perfection. Les cartes mères lâchent avant les SSD. Et en 10 ans, la technologie évolue tellement que dans 3 ans, on aura sûrement des SSD de 4 Tera au prix de SSD de 1 Tera. Donc vous allez les changer, vos SSD, ou vous allez en rajouter dans votre PC, etc. Donc pour moi, l'argument de la durée de vie, c'est un faux argument. Il est vrai parce qu'on va peut-être vraiment gagner en durée de vie, mais au bout de combien d'années de durée de vie, on commence à ne plus voir ce gain? Ça, je vous le demande. Free. Passons à la suite avec Free, qui sort une nouvelle, entre guillemets, 5G, la SA pour Standalone Access, ou pour faire extrêmement simple, parce que de toute façon, dans tous les cas, je vous mets les éléments que je vous affiche à l'écran dans la description de la vidéo en guise de source. C'est une 5G qui sera vraiment optimisée avec une nouvelle bande de fréquence, la bande de fréquence 3,5 GHz. Alors ce qui la rend intéressante, c'est que jusqu'à présent, c'était surtout des antennes 4G qui étaient entre guillemets reconverties pour être compatibles avec de la 5G. Ce qui fait que oui, on avait de la 5G, mais très loin des performances qu'on était censé avoir avec ce que la 5G permet d'un point de vue technologique. Là, le fait d'avoir des antennes nativement 5G avec des fréquences différentes, etc., alors là, on va avoir un gain en termes de performance, que ce soit pour la latence qui sera considérablement réduite, ou pour la vitesse, que ce soit en téléchargement ou en envoi, qui sera vraiment super intéressant. Parce que vous me direz, bah oui, mais ouais, j'ai la fibre à la maison, j'ai la box. Oui, bien sûr, là, on a de la chance en France d'avoir une fibre qui est absolument incroyable. En revanche, il y a plein de gens qui sont encore en ADSL. Moi, mes parents, ça fait que 2 ans, et on est en 2024, ça fait que 2 ans qu'ils ont la fibre à la maison. Ils captaient même très mal le réseau cellulaire à côté. Donc quand vous n'avez pas la fibre, vous êtes très content d'avoir la 5G. Moi, cet été, alors là, je vous parle de mon perso, mais cet été, j'ai passé 1 mois en clinique. Je m'en fichais un petit peu d'avoir une fibre qui tabasse à 8 gigabits chez moi. J'étais en clinique, je ne pouvais pas utiliser mon internet, je ne pouvais pas utiliser ma fibre. J'étais que avec mon téléphone, mon ordi portable et je faisais des partages de connexion. Donc quand j'avais des mises à jour, des synchro cloud à faire ou ce genre de choses, j'étais bien content d'avoir ma 5G qui tabassait. Donc faut arrêter de voir la 5G comme un concurrent de la fibre en disant ça sert à rien parce qu'à la maison on a du Wi-Fi 6, on a du Wi-Fi 7, on a de la fibre. Non, vous ne vivez pas
que chez vous. Et si vous vivez que chez vous, si vous êtes très sédentaire ou comme moi, vous utilisez quasiment exclusivement du Wi-Fi ou alors votre ligne fixe, c'est très bien. En revanche, gardez en tête qu'il y a plein de gens qui se déplacent, qui travaillent avec leur téléphone, qui n'ont pas forcément une super connexion ou alors une box avec simplement du Wi-Fi 5 et pour qui la 5G est largement supérieure. Donc, gardez en tête que la 5G Standalone Access arrive, il faudra quand même l'activer dans votre espace client. D'autres opérateurs vont passer le cap aussi, je pense, très prochainement. Mais pour en bénéficier, il faudra que votre smartphone soit compatible, peut-être aussi avec une mise à jour des réglages opérateurs dans votre smartphone, mais surtout, il faudra aller dans votre espace client pour valider cette option. Continuons avec l'IFA, un salon à Berlin qui a eu lieu du 6 au 10 septembre. Alors, je fais un peu la promo de PP World parce que je trouve que c'est une vidéo extrêmement intéressante. Elle dure 33 minutes et elle montre un petit peu toutes les nouveautés, des innovations, des choses plus ou moins utile, mais avec pas mal de vulgarisation qui fait que j'apprécie toujours autant le travail de PP World. Même si paradoxalement, quand on regarde ses vidéos et mes vidéos, c'est deux mondes à l'opposé. C'est pas une critique, attention, je respecte énormément le personnage, mais justement, il y a énormément de vie dans cette vidéo, et c'est ça que j'aime aussi. C'est que moi, autant je suis très posé, je fais pas d'ASMR, je sais que beaucoup le disent en commentaire. Moi, je suis juste chill en fait, je suis juste posé dans la vie, je parle dans la vie comme je parle avec vous sur Discord, sur Twitch, sur YouTube quand je fais cette vidéo, etc. Et lui, il va être très énergique, avec beaucoup de joie, Ça, je trouve ça intéressant. Mais du coup, si ça vous intéresse, je vais pas vous mettre toute sa vidéo, bien entendu, mais allez la voir, elle s'intitule « Les meilleures innovations du salon high-tech IFA de Berlin 2024 », où il y a vraiment de tout. On va parler de télé, on va parler de son, on va parler de lumière, on va parler de four, de frigo, on parle de trucs de zinzin. Alors, il y a plein de choses où je trouve intéressant, pas le travail de Paperware, attention, lui je le trouve factuellement intéressant, mais je veux dire, ce que les constructeurs ont produit, il y a des choses, je lève un sourcil en me disant, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête, mais qui a eu cette idée? Et il y a d'autres choses où je me dis, ah ouais, c'est vraiment cool, c'est combien? Ah bon bah on verra dans quelques années ce que ça va donner. En tout cas, allez voir sa vidéo si vous voulez voir ce qui a été annoncé à l'IFA de Berlin 2024, c'était super intéressant. Et enfin, Battlefield, un jeu de cœur, un jeu sur lequel j'ai passé quasiment le plus d'heures. Après World of Warcraft et Apex, c'est sans conteste la licence Battlefield qui a occupé le plus de mon temps. J'ai adoré Battlefield 3 et 4, j'ai adoré Battlefield 1 et 5. Vraiment, cette époque, Première et Seconde Guerre mondiale, je l'ai trouvé génial. 2042 pour moi a été très compliqué. Hardline a pas fait tant de bruit que ça, ce qui est dommage parce qu'il avait quand même des petites choses intéressantes, surtout qu'Hardline avait une bêta qui était formidable, qui était un peu moins bien dans la partie jeu définitif, mais ce nouveau Battlefield déjà va bénéficier d'un temps de développement plus long. On le constate, avant on avait un Battlefield tous les 2-3 ans, là on est déjà à 3 ans et il n'y a rien, on n'a pas un teaser, on a juste un concept art dans lequel on ne sait même pas quelle est la ville présentée ni quel est le pays, on n'a aucune info sur ce nouveau Battlefield, donc ils sont extrêmement prudents sur ce qu'ils présentent, sur ce qu'ils annoncent, on sait juste qu'il est en développement, on en sait pas plus. Donc il a été officialisé à la journée des investisseurs qui a eu lieu le 17 septembre 2024, on n'en sait vraiment rien. On sait juste qu'ils ont adoré Battlefield 3 et 4, qu'ils ont bien compris que les joueurs étaient fans de ces deux opus-là de la licence et qu'ils veulent vraiment se rapprocher de l'expérience qu'on trouvait dans Battlefield 3 et Battlefield 4. C'est-à-dire avec de la destruction, avec des cartes beaucoup plus petites, on retire les cartes à 128 joueurs pour avoir des cartes plus complètes, plus détaillées, en 64 joueurs, avec des combats plus rapprochés, plus intenses, et ce qui faisait vraiment l'âme d'un Battlefield. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne considèrent pas non plus Battlefield 42 comme un échec. Ils le considèrent comme une chose sur laquelle ils ont appris beaucoup. Et ça, je trouve que c'est aussi une bonne philosophie. Certes, le jeu était perfectible, alors aujourd'hui il est très bien, mais il a mis 3 ans à être très bien. Pour vous dire, moi Battlefield, c'est la seule licence de jeu où je précommandais le jeu dès l'ouverture des précos. C'est-à-dire qu'il y avait le trailer qui était diffusé, les précos arrivaient, et moi je commandais toujours le pack d'extension de luxe. Toujours. 80 balles à peu près. Cette année, j'ai vu le trailer, je l'ai commandé, direct. J'ai testé la bêta, au bout d'une demi-heure, j'ai quitté la bêta, j'ai jamais remis les pieds dessus et j'ai annulé ma précommande tellement j'étais déçu. À l'époque, je crois que j'avais une 2080 Ti, le jeu ne tournait pas et il a mis très très longtemps. Même les gens qui avaient des 3080, 3090, c'était une catastrophe en termes de performance, en termes d'optimisation, en termes de plein de choses. Le fait d'avoir retiré les classes pour avoir mis des spécialistes qui faisaient un petit peu tout, ça avait vraiment pas été apprécié. Et je faisais partie de ces gens qui n'avaient vraiment pas apprécié ces nouveautés entre guillemets du Battlefield 2042, même s'il y avait des choses qui étaient très bien. En revanche, ils l'ont compris, ça a été entendu, et de ce qu'ils disent, de ce qu'ils ont présenté dans cette journée des investisseurs, ils ont fait l'erreur une fois avec Battlefield 2042 de sortir un jeu qui n'était pas tout à fait au point, qui n'était pas optimisé, qui n'était pas entre guillemets parfait à son lancement. Et bien là, ils veulent corriger ces erreurs. Je pense qu'ils vont garder un temps de développement plus long, ils vont attendre un peu plus avant d'officialiser, de présenter des teasers, etc. pour vraiment avoir quelque chose de performant,
de stable, qui marche et surtout qui fasse oublier les échecs du passé. Et moi je suis sûr d'une chose, c'est que si effectivement ils tiennent leurs promesses, je ne toucherai plus Apex, je passerai à Battlefield et je pense que mes prochains mois, du moins après la sortie du jeu, seront uniquement sur ce prochain Battlefield parce que c'est vraiment une expérience incroyable. Le fait qu'il y ait de la destruction dans les cartes, je trouve ça génial et Battlefield pour moi c'est quand même un jeu de cœur. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi d'ailleurs dans l'espace commentaire si vous êtes plutôt Call of Duty, Battlefield ou autre, avec du Valorant, du Fortnite, du Apex, etc. Ça m'intéresse, mais surtout aussi ça m'intéresse de savoir pourquoi. Pourquoi Battlefield? Pourquoi Call of Duty? Pourquoi Apex, etc. Voilà. En tout cas, ce qu'ils ont aussi annoncé, c'est qu'il y avait une campagne pour le prochain Battlefield. Ça m'intéresse, parce qu'il n'y avait pas de campagne sur Battlefield 2042, et je trouve que les campagnes, que ce soit les scénarios, les réalisations ou des Battlefield ont toujours été incroyables, et c'était mon petit rituel. Quand je lançais Battlefield, avant de lancer le multijoueur, je terminais la campagne en difficile. Ça me permettait d'apprendre un peu comment fonctionnaient les armes, de comprendre le gameplay, et comme ça, quand je rentrais en multi, bam, je profitais vraiment. Donc voilà, en tout cas, Battlefield arrive, on ne sait pas quand, on ne sait pas à quelle date, on ne sait pas encore sous quel format, mais il arrive. Bon, alors je ne sais pas ce que vous avez pensé des news de cette semaine, c'est vrai qu'il n'y avait pas tant de choses que ça à se mettre sous la dent pour cette fois. En revanche, moi je suis très curieux de voir qu'est-ce que ça va donner dans le futur pour les technologies d'AMD, que ce soit au niveau des CPU ou des GPU, parce qu'il y a quand même Intel et Nvidia, ok, ils sont leaders, ok, ils dominent le marché, mais ils perdent aussi des places un petit peu. On voit Intel sur le marché des processeurs qui a très mauvaise réputation depuis 1 an, 2 ans. Nvidia, les gens commencent à en avoir un peu marre de cette politique tarifaire toujours à la hausse, surtout qu'AMD, moi j'ai une 7900 XTX dans mon PC, quand je joue à Apex, je le joue en 4K 240 Hz sur mon écran, et je tape les 240 FPS constants. Alors j'ai juste changé un ou deux réglages graphiques, mais je joue en définition native, et ça marche extrêmement bien. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner dans le temps avec cette nouvelle génération de CPU et de GPU qui devrait arriver dans quelques mois, en tout cas, j'ai très hâte de voir ça. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain, et merci encore à tous les tipeurs qui permettent de soutenir financièrement la chaîne Noix de Citron. Salut tout le monde!